Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Bernard Drinville et Christine Fréchette pourront continuer aujourd'hui à faire toutes sortes de mamours et de stepettes. Il y a beaucoup de monde qui vont avoir déjà voté à partir de maintenant, là. Il y a beaucoup de monde qui ont déjà voté. Hier, les chiffres démontraient qu'à 20 heures, là, il y aurait à peu près 40 à 41% des voteurs, des membres de la Coalition Avenir Québec qui ont déjà exercé leur droit de vote. Puis Yasmine, ça sera pas 100%. À la fin, ça sera pas 100% des membres, mais toujours quelqu'un qui vote pas. Fait, mettons, peut-être qu'il y a plus de la moitié des gens qui vont vraiment voter qui l'ont déjà fait, là. Qui l'auront déjà fait, oui. Déjà, en jour 1, c'est assez particulier de voir ça. Là, moi, j'étais surprise quand j'ai vu ces chiffres-là. Faut dire que les deux machines là, font beaucoup d'efforts pour faire sortir le vote. Je m'explique, là, je vais te donner ça par équipe. Parlons de l'équipe Fréchette. L'équipe Fréchette aurait 100 bénévoles dédiés à la sortie de vote. Quand on dit sortie de vote, c'est qu'avant la période de vote, là, puis toi Mario, tu le sais, il y a des sondages qui se font auprès des voteurs pour savoir ils sont pour qui. Sont-ils pour Fréchette? Sont-ils pour Drainville? Puis là, on surligne ceux, là, on met de côté ceux qui votent pour nous et on s'assure qu'à l'ouverture du vote, ils aient voté. Et ça passe par des appels, ça passe par des textos, ça passe par toutes sortes de moyens technologiques ou pas, pour les inciter ceux qui avaient dit dans les sondages qu'ils allaient voter pour nous de voter. C'est ce qu'on appelle faire sortir son vote. Et 100 bénévoles pour l'équipe Fréchette, les ministres sont sur le téléphone, les députés sont sur le téléphone. On me dit que c'est une énorme machine. Yasmine, la machine Fréchette a intérêt à sortir le vote rapidement. En fait, si tu sens que l'autre camp a une espèce de petit momentum de fin de campagne, toi, tu veux que sortir ton vote le plus vite, que les gens n'aient pas le temps de se faire entraîner dans l'atmosphère. Comme, peut-être Drainville, finalement, tu veux pas qu'ils entendent ça, là. Un vote dans la boîte est un vote qui change pas d'idée. Fini, c'est ça. C'est fini. L'équipe Drainville, ils sont pas à plaindre non plus, là. Ils ont des ministres, des députés et des bénévoles aussi sur le téléphone. On me dit que les circonscriptions, disons les régions les plus favorables à Bernard Drainville sont déjà sorties massivement. De certaines circonscriptions à plus de 70% là, des membres qui sont inscrits ont déjà voté. On parle de Beauce, on parle de Chaudière-Appalaches, on parle de la région de Québec. Toutes ces régions-là ont été... hier, il y a eu un énorme blitz pour faire sortir ce vote qui serait sorti massivement. Un vote qui serait favorable à Bernard Drainville. Tout ça pour dire qu'il n'y a personne qui concède rien à l'autre. Il n'y a personne qui voit que cette course-là est terminée, puis que c'est déjà fini, puis qu'on n'attendra que les résultats parce on connaît les gagnants. Les deux ont le couteau entre les dents et donnent le tout pour le tout. Et la preuve, le 41% de taux de vote à 20 heures hier en témoigne. Ça veut dire que les deux machines font sortir le vote. Puis on peut pas dire aujourd'hui qui va être gagnant de cette course-là. Puisqu'on parle de sortie de vote, on pourrait faire un crochet par Terrebonne. Là aussi, élection partielle, ça a voté fort, pas à peu près, beaucoup plus que dans les comtés ontariens où la victoire libérale là, semble très probable, quasi acquise. Mais j'ai l'impression que la bataille Bloc québécois, Parti libéral là, de Mark Carney, ça a fini au vote près à l'élection il y a un an. Et j'ai l'impression que les machines, là, c'est encore le choc des titans parce que ça a voté à 20% par anticipation. Là. C'est quand même énorme dans une partielle par anticipation à 20%, c'est énorme. Ça veut dire que les deux machines sont... Des fois, dans une partielle, ça vote à 20% tout court ou à 20 quelques pourcents. Là t'as ça par anticipation. Et c'est assez particulier qu'on parle pour le Parti libéral du Canada qu'à Terrebonne, c'est un espoir. Il faut se remettre en perspective. Oui, ils ont gagné un... Normalement, ça devrait être bloc complètement, là. On devrait même pas avoir cette conversation-là sur Terrebonne. Ça devrait être bloc. Parti libéral est inexistant à Terrebonne. Mais voir à quel point c'était serré à la dernière élection, les sondages du Parti libéral lui donnent un vrai espoir à Terrebonne de pouvoir le gagner de manière plus franche que la dernière fois. Ça va être, disons, métal sur métal, comme disait Jean Lapierre, là, sur cette élection-ci, qui pourrait confirmer cette majorité pour Mark Carney. Je pense que les libéraux veulent pas l'échapper, puis on voit tout l'effort dans la machine guerrière là, de sortie de vote qui est en train de se déployer à Terrebonne.
Ouais. Bon, Jean-François Roberge revient à la CAQ. Jean-Françoa Roberge sous enquête par la commissaire à l'éthique. C'est une autre... Écoute, ça fait plusieurs fois là, que moi, je m'interroge sur les enquêtes de la commissaire à l'éthique. Et là, celle-là, pour des chiffres qui auraient sorti du ministère dans le cadre de la course à la chefferie. Mais là, c'est une plainte formulée par Québec solidaire et le Parti libéral du Québec, mais tu sais, des partis d'opposition qui font des demandes d'enquête à la commissaire à l'éthique, ça arrive assez régulièrement. Ce qui est surprenant, c'est que la commissaire à l'éthique retienne les plaintes pour faire enquête. Ce qu'on reproche à Jean-François Roberge, ce qu'on reprocherait à Jean-François Roberge, je le mets au conditionnel, c'est que il est fait des scénarios selon les propositions de chacune des équipes Fréchette-Drainville sur la question du droit acquis, la clause grand-père du PEC, et qu'il aurait partagé les informations, les scénarios montés par les fonctionnaires auprès de ces équipes-là. On dirait finalement, ils disent qu'ils contreviendraient à l'article 17 qui dit que un ministre ou un élu ne peut pas utiliser des informations qu'il aurait eues dans l'exercice de ses fonctions pour favoriser ses intérêts. On a un membre de la CAQ qui nous écrit « Je suis un membre et oui, je confirme, l'équipe Fréchette sont très insistants, c'est du harcèlement. » Ça te donne raison pour ce que tu disais tantôt, qu'il y avait beaucoup de bénévoles, il y avait beaucoup de gens sur le téléphone. Mais je fais une petite parenthèse. La meilleure manière de ne pas se faire harceler, c'est de dire à chacune des équipes que tu votes pour le prochain. Fait qu'il n'y a personne qui va t'appeler. Oui, effectivement. Quand on vous pointe, dites que vous votez pour l'autre. Le jour du vote, vous allez avoir la paix. Par contre, vous allez avoir la paix. Personne ne va vous faire penser, vous allez peut-être oublier. Oui, excuse-moi, continue. Donc, des chiffres qui auraient rendu public. Mais la question que je me posais, bon, c'est des chiffres, là, c'est pas comme des données confidentielles vraiment. Ou c'est des analyses. Mettons, moi, j'avais posé la question, là. Mettons, je reçois le ministre de l'Immigration à mon entrevue, puis j'y pose la question. Puis lui, il sait que le ministère a fait des scénarios, il y a les chiffres. Ce qui est interdit de les donner, est-ce que c'est pas de l'information à un certain point qui peut devenir publique, qui alimente le débat public? C'est de l'information qui alimente le débat public. Je te dirais là où il y a un petit gris, là, mais moi, je trouve que c'est un peu ridicule. Tu sais, un ministre là, peut aller devant un caucus et partager une analyse de ses fonctionnaires devant son caucus, puis il a pas favorisé son caucus plus que les autres partis politiques. C'est un peu ridicule. Mais là où il y a une petite zone grise, c'est que Jean-François Roberge n'a jamais répondu à donner ces chiffres-là aux autres partis qui le réclamaient, et même les journalistes qui le réclamaient, mais ces informations ont été partagées uniquement aux deux candidats à la course au leadership. Bon, on pourrait dire, il a utilisé des informations qu'il aurait dû partager avec l'ensemble des parlementaires. Oui, mais même à ça, tu sais. L'autre chose, c'est de dire, c'est pourquoi ces informations-là, alors que tout le monde les réclamait et que le débat public faisait rage dans le temps, n'ont pas été partagées pour que tout le monde se fasse une tête puis puisse avoir une position réfléchie et éclairée sur la question. Mais je te dirais, ça fait partie de la politique. Des ministres là qui partagent des analyses de leurs fonctionnaires en caucus ou en conseil des ministres ou auprès de militants, ça existe dans toutes les formations politiques qui ont déjà été au pouvoir. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller cette c'est parce que tu sais, à un moment donné, on a le public qui dit toutes les parties sont pourries puis tout ça. Puis, tu sais, je me souviens de cette enquête de la commissaire à l'éthique là, sur supposément Pascal Bérubé qui avait utilisé son courriel. Là, tu te dis. Oui. Écoute, à la limite, là, qu'elle envoie une lettre à Pascal Bérubé pour dire écoutez, là, essayez de ne pas utiliser. Mais tu sais, utiliser un courriel, l'adresse, tu sais, c'est gratuit. Là. Toi, tu m'écris, Yasmine, là, que tu m'écris, mettons que tu as une adresse, c'est pas de bureau, puis tu as une adresse personnelle, mais là, tu te trompes, tu m'écris l'adresse de ton bureau. Puis là, tu devrais pas, parce que c'est pas mon adresse. Mais je veux dire, c'est gratuit. C'est comme, tu sais, le dommage. Il n'y a pas un coût. Il n'y a pas un coût, il n'y a pas un sou, c'est ça. Fait que là, tu peux dire que c'est souhaitable de pas le faire, je peux comprendre, mais là, quand t'écris dans le journal, il faut avoir le poids des mots, t'écris dans le journal « Enquête de la commissaire à l'éthique », le sous-entendu, c'est qu'il y a eu de la grosse magouille. Tu sais, le public qui lit ça, là, a l'impression qu'il y a eu de la grosse magouille, des grosses affaires, puis là, les gens ont conclu « Toutes les partis sont pourris, la politique, c'est pourri, moi, je vote plus, toutes les partis sont pareils. » C'est juste là où je me dis, à un moment donné, on est dessus... oui, on veut être plus blanc que blanc, tout le monde. Dire on est propre, notre politique.
Mais y a-tu un point où on tourne ça au ridicule, puis maintenant on fait plus la différence entre quelqu'un qui utilise le mauvais courriel, puis l'autre qui a donné des contrats à un de ses chums, puis qui a volé 1 million dans le processus, tu comprends? Mais Mario, je pense qu'il va falloir mener une réflexion sur la question, puis je lance un pavé dans la mare du commissaire à l'éthique et à la déontologie, parce que peu importe qui occupe ce poste, le commissaire a des pouvoirs, il peut enquêter, évidemment, avant de faire prendre une décision, rend sa décision, elle est sans appel. Tu sais, les justices de droit naturel, les justices d'équité naturelle, que tu as une personne qui a un pouvoir de vie ou de mort sur ta réputation. Là, ça n'existe pas nulle part, ça, hein? Ça n'existe pas nulle part. Il n'y a pas de processus d'appel d'une décision du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je pense qu'il faudrait se poser la question si c'est ça le climat dans lequel on veut faire vivre nos politiciens. Merci Yasmine. À demain. Merci Mario, bye-bye. Alors Audrey, des constables de la STM qui veulent être armés. Évidemment, c'est tout le dossier de la violence dans le métro, des actes de plus en plus inquiétants, des individus désorganisés. Par contre, est-ce qu'on veut armer vraiment les constables du métro? La question se pose. Ben là, c'est une demande. C'est la Fraternité des constables et des agents de la paix de la STM qui font cette demande-là. Ils veulent obtenir l'autorisation de la part du gouvernement de pouvoir porter des armes pour lutter contre la violence dans le réseau de transport en commun. Ce qu'ils disent, c'est que le nombre d'interventions annuelles a bondi. En 2025, c'est 71 400 et avant la pandémie, c'était 26 000. Donc, c'est vraiment un gros bond. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires. Ils ont des ressources insuffisantes à l'heure actuelle. Oui, on a débouché des sommes pour embaucher des nouveaux constables, mais ça reste insuffisant pour avoir un réel impact. Donc, on manque d'effectifs. C'est une vingtaine ou une trentaine de personnes par quart de travail et l'équipe reçoit quand même 250 appels par jour. Alors, c'est la demande qu'ils font actuellement pour pouvoir être armés pour mieux intervenir. Et Artemis qui est en chemin vers la Terre. Ben oui, depuis les dernières heures aussi, mais chaque jour, on voit des nouvelles images. La NASA qui a dévoilé des photos de ce qu'ont pris les 4 astronautes durant les 7 heures pendant lesquelles ils ont survolé la Lune lundi. Il y a un système de communication laser et ce sont des images absolument exceptionnelles qui sont les plus précises de l'histoire. On se sent comme quand il y a eu l'éclipse où tout le monde tripait ensemble. On dirait que ça nous fait la même affaire. Absolument. La seule affaire, c'est que l'éclipse, c'était juste un hasard à toutes les, 100 ans ou tout que ça passe. Ils ont pu avoir une éclipse, c'est l'humain qui l'a fait. Oui. Ils ont pu avoir, il y avait les lunettes pour pouvoir observer l'éclipse. Ils voient des choses absolument exceptionnelles. Ils ont même vu des météorites s'écraser sur la surface lunaire. Ils ont dit que c'était stupéfiant. Et l'équipe, donc, poursuit son trajet actuellement vers la Terre. Et là, il y a Mark Carney, ce soir, 19h30, qui va s'entretenir avec Jeremy Hansen. Donc, on va suivre ça. C'est vrai que ça suscite un engouement. Tout le monde est intéressé de voir ce qui se passe. C'est positif, c'est le fun, ça unit tout le monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Dévoilement de la programmation du 17e festif de Baie-Saint-Paul. Toi, c'est quasiment ton festival préféré. Au Québec, oui. Oui. Puis, tu sais, j'ai pas couvert les festivals de l'Abitibi puis du Saguenay. C'est les 2 seules régions. Mais sinon, je les ai toutes faites à peu près, les festivals. Le festif de Baie-Saint-Paul, il y a quelque chose de magique là-dedans. Du 23 au 26 juillet. Voici un aperçu de la programmation. Tu vis dans un couple ouvert depuis tellement trop longtemps. Puis ce qui est drôle, c'est que t'es le seul pas au courant. C'est passionnant. Je l'ai mis pour te faire plaisir. C'est plus un hexagone. Oh. C'est plus un hexagone. On a passé les derniers étés sur la route. Vous allez entendre également dans ce montage Lou Adrienne Cassidy. Il y a les louanges d'Ed O'Beez qui est de retour après 7 ans. Les vulgaires machins Pierre Lapointe, Louis-Jean Cormier, Gab Bouchard, Kinji qui est très populaire chez les jeunes. Il y a les Sœurs Boulay et Elliott Maginot qui font une tournée ensemble puis vont faire partie de la programmation. 53% ce sont des femmes. C'est important pour eux autres d'avoir une espèce de parité. Il y a 30% des artistes qui viennent de l'extérieur, mais ils ont dit
cherchez pas des grandes vedettes à l'international. C'est des noms pas connus. On veut essayer de faire découvrir de la musique qui vient du Japon, du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. Mais moi, par-dessus tout, ce que je trouve le fun du festif, c'est que ça se déroule dans tout Baie-Saint-Paul. Puis quand tu télécharges l'application, tu as des notifications toute la journée. Donc, il y a des concerts qui ne sont pas annoncés. Il y en a au moins 7. Puis à un moment donné, tu as une notification, puis rendez-vous dans la cour chez Denis. Des airs de la Louisiane soufflent. Fait que là, tu te dis, oh mon Dieu, ça doit être Zachary Richard. Là, tu t'en vas, tu marches sur ton application, tu as la carte, tu arrives dans la cour chez Denis, puis là, clique. Effectivement, c'est Zachary Richard qui donne un spectacle gratuit, surprise, tu dis pas annoncé, tu te dis, c'est fou. Parce que t'as là où quelques grosses scènes, oui. puis t'as plusieurs petites scènes en plus. Puis qui sont vraiment, tu sais, comme dans le cas de Zachary Richard, je m'en suis pas remis, c'était vraiment ça qui est arrivé. On était vraiment dans la cour chez quelqu'un là, qui a accepté. Donc, t'as une espèce de grand terrain gazonné, puis tout le monde débarque là avec ses chaises, ses couvertes, debout, consommation. Puis tu sais pas combien il va y avoir de monde, mais Denis il était prêt à recevoir tout ce monde-là dans sa cour qui piétine son gazon. Ça fait des moments, là, puis des spectacles sur le bord de la plage. Oui, donc il y a des scènes officielles. Puis d'aller voir un concert au Pit de Sable. Il y a quelque chose avec ça aussi de magique. Là. T'as la nuit tombée, t'as différents feux qui te mènent dans ce pit de sable avec les voitures abandonnées. Je trouve le lieu est fantastique. Il y a beaucoup de concerts gratuits. Il y a plein de monde qui vont au festif puis qui n'achètent pas de billets. Tu peux en acheter. Hier, il y avait l'année passée à Pachy, c'était incroyable. Là, puis les billets sont pas super chers non plus. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est du 23 au 26 juillet. J'ai pas vu grand-chose qui ressemblait à ça. Je trouve ça vraiment le fun. Faut-tu que tu aies ton kit? Tu gars, moi, chez un gars, non, puis c'est coach ça là. Ça, là, c'est le fun parce que tu peux être habillé avec une casquette puis un T-shirt bien normal et c'est jeans, correct, confortable. Mais c'est bien plate. Et c'est le fun, t'arrives là, pas moi, maquillé. Je vais dans un festival, mon rêve, c'est de travailler une semaine à faire mon kit. Tu veux mettre un costume moulant là, avec des collants? Ouais, c'est ça.